Aujourd'hui, on a eu une grosse semaine. Elle n'est même pas finie, mais enfin, on aimerait que ce soit le week-end. C'est déjà fatigant, mais j'ai un tout petit peu lu, ça m'a plu. On en parle. C'est grâce à mon ami Miel Pagès, l'autrice de La Septième Lèvre. On avait eu une interview et je vais vous mettre l'interview et les coordonnées quoi, de Miel. Enfin, ses coordonnées, son Insta, son site. Des choses comme ça, c'est quand même quelqu'un qu'il faut suivre, Miel. Que j'ai lu ce recueil, on avait regardé ensemble les tables de la librairie Michel Fink, je crois, de à la Parole errante à Montreuil. Il y a déjà plusieurs mois, et c'était un moment assez doux. Hein. C'est aussi là où j'ai rencontré pour la première fois Albaylac, je crois que c'était là, enfin des choses comme ça. Et genre, c'est là où j'ai acheté plein de Blast, mais du Blast j'en ai acheté ailleurs. Dans les choses qu'on avait pu montrer, il manquait, alors bon, c'est pas spécialement lesbien aussi, mais c'est dans les petits recueils de contemporains, ceci. Et c'est très joli. Alors, ça s'appelle Grammaire pour cesser d'exister d'Amélie Durand. Je ne connais pas Amélie Durand personnellement. Et c'est aux éditions Le Sabot, collection du Sbeul. C'est pas un texte spécialement politique, hein. Là on est sur un peu autre chose. Alors je l'avais pris parce que j'avais trouvé que ça avait l'air joli. C'était un conseil de Miel, ça suffisait. Ça coûte 8 € et c'est de 2022. Alors quand je vous dis les prix, je vous dis le prix qui est sur la couverture. Ça m'est arrivé en librairie qu'on me dise ah non, non, maintenant c'est un peu plus cher. En librairie ou sur stand, je sais même plus où là, il y a quelque temps. Mais parce qu'en fait, c'est des raisons qui sont très simples. On est en période d'inflation, donc on réimprime pas les livres pour ça. C'est pour ça que les collections vraiment commerciales, ils mettent EF, machin, etc., des coordonnées, comme ça on change le tableau, mais vous voyez pas que ça a changé le prix, hein, concrètement. Donc là, on est sur un tirage de 1000 exemplaires des Polégales septembre 22. Conception graphique Franz Suren, c'est très joli, c'est un bel objet, c'est fin, hein, c'est peu de pages, c'est imprimé en France, ce qui n'est pas si courant. Contacte le sabot@gmail.fr, tiens, j'allais dire .com, etc. Je vois pas tellement de biographie Voilà, donc le Sabot est né en 2017, amicale construite autour d'une revue éponyme. Je suis déjà tombée dessus, dédiée au sabotage littéraire et artistique, intervenir sur le monde et le lire sans passivité. On est peut-être exactement là-dedans. Alors, pour le coup, je suis allée me faire un peu la revue de presse du recueil après l'avoir lu. Moi, je vais me décaler des lectures franchement politiques. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue ici, comme le titre, comme son nom l'indique. Grammaire pour cesser d'exister, qui finalement nous parle de ce qu'est une énonciation et de ce qu'est une parole énonciative, ou plutôt de ce qu'il y a de difficile l'incarnation de la parole, ou quand on est incarné d'avoir une parole. Ça se joue à peu près comme ça. Et en fait, ça amène quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est assez drôle. C'est très joli. C'est pas renversant, mais c'est beaucoup plus saboteur. Le fameux sabot. Ludique et ludiste, peut-être, peut-on dire, et avec probablement quelque chose de l'ordre du décadrage, beaucoup plus que l'explosion. Et c'est assez précieux. Est-ce qu'on est dans le cheval de Troie, la Vitique, etc. C'est compliqué à dire sur ce seul texte, hein, donc il n'est pas immensément long, hein, on est sur du 36 pages. On est globalement sur une espèce donc de grammaire, donc on va avoir des titres qui sont, pour le coup, est-ce que ce sont des titres thématiques ou rématiques? En tout cas, qui sont des catégories de grammaire type GMF, c'est-à-dire grammaire méthodique du français, ça m'a rappelé la grecque. C'est pas exactement la façon dont je faisais, enfin les appellations peuvent avoir des décalages par rapport à ce que j'ai appris. Mais en tout cas, on est un peu dans cette ambiance-là, littéraire, qui va jouer du non-sens, mais on n'a pas non plus l'impression d'être ni dans une blague complètement méta, alors que ça aille du roman de Corpus, type la 7ème fonction du langage, hein, que c'est une BD, j'ai l'impression. Ouais, je l'avais lu, ça, le roman, bon, c'est un peu fun.
C'est pas 100% méta, à devenir super joli ou à devenir ultra profond, métaphysique. Je dis pas que ça n'a pas de profondeur ou que c'est superficiel, non, non. Mais ça n'est pas explicitement méta. Quand je dis méta, je veux dire métatextuel. C'est-à-dire, ce n'est par exemple pas un texte qui joue de la métalepse. Le métalepse, c'est le franchissement d'un seuil énonciatif. Le cas, qui est souvent le plus connu et qui est quand même très parlant, c'est le moment où le personnage, dans La Rose pourpre du Caire, sort de l'écran et va voir la spectatrice amoureuse, etc. Épée non pas en monnaie de singe, mais en billet de cinéma. Donc évidemment, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Donc ça va créer voilà, tous ces décalages. C'est très Woody Allen, c'est aussi dans ses sketchs, dans des choses comme ça. J'avais quand même lu les sketchs de Woody Allen quand j'étais au collège. J'avais lu ça. Je sais pas pourquoi j'avais pris ça à la médiathèque. Ça fait partie des livres qu'on pouvait prendre côté média. Je crois que c'était pour ça. Sauf que je lisais un peu tout ce qui me tombait sous la main. Donc j'avais lu ça. Il y avait des trucs qui m'avaient beaucoup plu. Bovary dans New York, je comprenais pas bien, j'avais pas lu Bovary, mais ça me plaisait beaucoup. Par exemple, ce genre de choses. Et donc là, il y a un peu voilà, ces choses-là qui vont, ou qui se jouent, qui se font, qui se construisent, qui se mettent en place. Bon, voilà, on n'est pas dans des choses qui sont aussi massives. Et pourtant, moi, voilà, la prof de français en moi, ou l'ancienne agrégative, quand elle voit grammaire pour cesser d'exister, elle voit grammaire. Peut-être que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt le cesser d'exister. Là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement paradoxal, évidemment, dès le titre. Un peu comme ce mode d'emploi pour se suicider, mais qui pour le coup est un vrai mode d'emploi qui a vraiment marché, qui a été interdit. On sent qu'on n'est pas là, parce qu'on n'est pas sur une cessation qui pourrait être violente, mais on pourrait croire, si on avait un mode d'emploi, on aurait pu se dire, tiens, c'est une liste de tutos, Topor a fait des trucs comme ça, enfin voilà, ça, c'est pas ça. Là, on est plus sur une méthode de langage. Déjà, c'est un peu compliqué d'écrire des grammaires aujourd'hui, il y en a d'autres, mais avec cette espèce d'appel, de but dans l'expression justement du but de cesser d'exister. Alors, il y a là quelque chose de paradoxal. Alors, évidemment, dans une naturaliste, c'est paradoxal parce que ça va contredire un incendie, des choses comme ça, mais c'est même pas ça dont il s'agit. Ça, ce sont les fausses pistes. Mais parce qu'il y a une forme de contradiction sous-jacente, non explicite, entre l'idée d'une grammaire, qui suppose quand même une certaine forme de conscience, de règles d'explicitation, de fonctionnement, et qui peut avoir pour fonction d'être un mode d'emploi, c'est un usage que l'on peut deviner, ou que l'on peut soupçonner, ou que l'on peut attendre de ce titre. Et le titre lui-même, voilà, donc une grammaire, un mode d'emploi qui irait avec une autodisparition. Je ne vais pas dire juste une disparition, la question c'est l'autodisparition. Et donc finalement, qui parle quand on disparaît ? Peut-on disparaître et causer encore ? On est exactement dans le paradoxe du chat d'Alice, dans Alice au Pays des Merveilles, qui disparaît par morceaux, et c'est le film, et qui achève de disparaître par son sourire, qui reste suspendu encore quelques instants. Est-ce qu'on peut imaginer un sourire en plus de chat ? Sans le chat. Sans la personne, sans quelque chose d'un peu concret autour. Est-ce que l'on peut imaginer de parler en disparaissant et de continuer à parler ? On va lire un peu juste le début, voir un peu ce que ça donne. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu notamment par sa douceur. L'accord dans le groupe nominal. On ne se restera pas à celui-ci. Là, je suis page 3 et suivante. Bien souvent, il serait avantageux de n'être pas là. Le soir, par exemple, je rentre chez moi et j'attache mon manteau à une patère. Ce sont des moments comme ça. Ou alors le soir, je rentre chez moi et j'entends quelqu'un dire «
Ça ne m'étonnerait pas, mais alors, pas du tout, et il faut que je réponde. Parfois aussi, je mets mes vêtements à laver au lavomatique. Donc tout ça, ce sont des espèces de situations posées comme ça dans ce paragraphe inaugural et qui vont être tissées par la suite ou reprises, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau, subtil et qui va être aussi insolite et incongru, qui se fait par ce qu'on appelle la progression textuelle au niveau du recueil. Alors moi j'ai plutôt envie de dire que ça a l'air d'être un genre de poème, mais c'est pas vraiment des poèmes, ce sont des petits récits. Donc on n'est pas du tout dans une grammaire. La GMF, je ne l'ai pas ici la GMF. C'est pas du tout écrit comme ça une grammaire. Mais là on est dans quelque chose qui est un peu itératif bien souvent, mais qui n'a même pas la prétention de la vérité générale, d'être assertif, très affirmatif, très posé. C'est pas le longtemps je me suis couché de bonne heure, bien souvent, parce qu'on n'a même pas l'idée que quelque chose change. Non, non, on est dans une forme de présent étendu, un peu itératif, qui va raconter un morceau de vie qui se répète. Mais pour ça, et donc qui va ainsi permettre de préciser, positionner un peu la voix locutrice à la source de l'énonciation à l'intérieur du texte. On notera que dès le début, on a des modalisateurs, donc des indications temporelles et un adverbe de modalisation, bien souvent. Mais surtout, la voix passive. Il serait avantageux de n'être pas là. Et on notera comment cette phrase parle d'un jeu qui n'est jamais exprimé formellement en tant que, par exemple, agent grammatical ou logique dans cette première phrase. Et pourtant, finalement, du jeu, il n'est question que de cela. Et de ce jeu qui n'est pas là, qui se dérobe, il n'est question que de cela, mais sans que cela devienne non plus un jeu de pistes, ni quelque chose de démonstratif ou qui essaierait d'être virtuose. C'est de toute autre chose qu'il s'agit, et j'ai du mal à le définir autrement que par ce que cela n'est pas. Donc, quand on dit « il serait avantageux », on a quelque chose qui est une hypothèse. Si tu viens, il serait là. Il serait là si tu étais gentil, oui, c'est ça. Une hypothèse avec un conditionnel. Je suis très très fatiguée, je suis désolée pour les hésitations. Une voix passive qui dit donc que l'on est par le désir de n'être pas. Et donc déjà, on a quelque chose qui est paradoxal, mais qui est d'un point de vue linguistique quasi contradictoire, notamment quand on... ça va être exploré, c'est dans le titre et ça va être exposé ensuite, sur cette question donc de cesser de parler, qui va venir, et qui va en fait disjoindre l'existence de l'énonciation. L'existence de la prise de parole et la prise de parole de son énonciation. Tout cela va un peu se disloquer, comme on peut disloquer des phrases. Ça peut ressembler un peu à ce qui se passe quand cet homme se disloque dans Zilzelub de Butzeli. C'est une BD qui m'avait énormément plu, ça. Et que j'aimerais bien relire, en fait. Mais il y a quand même, il y a ceci qui se passe et ça ne dit pas tout, ça n'épuise pas et ça n'est pas non plus quelque chose qui serait complètement fantastique. Non. On est dans des effleurements progressifs du non-dire. Un effleurement d'un non-sujet. Donc déjà, en fait, dès cette première phrase, quand on l'analyse un peu avec de la grammaire qui commence à se rouiller pour moi, on n'a pas d'expression du sujet, mais pourtant, il y a bien du jeu. Alors, il faut peut-être le rappeler, en grammaire, en linguistique, on analyse le discours, donc le fait de parler, en gros. Un discours est toujours marqué par une situation d'énonciation, c'est-à-dire qu'il vient toujours d'une voix qui s'adresse à quelque chose. Un jeu qui s'adresse à un tu, qui peut être un nous, un vous, un nous, un tu, etc. Ça explique que la première et la deuxième personne, qu'elles soient du singulier ou du pluriel, soient ce qu'on appelle des déictiques. On parle de pronoms déictiques. Les déictiques, ce sont ceux de la déixis, c'est-à-dire de la situation d'énonciation.
En fait, quand je dis je, tout le monde peut dire je, mais le je, c'est la personne qui dit je au moment où elle dit je. C'est ça que fait le DX6. Alors, ça semble un peu tautologique, et en même temps, on sent bien que les référents derrière le jeu, mot ou personne, et la personne va changer à chaque fois que quelqu'un dit je, c'est-à-dire à peu près tout le temps, vont amener évidemment des références qui ne sont pas si difficiles que ça, le plus souvent à comprendre, mais en tout cas, au niveau linguistique, je sais cette espèce de support, de petits mots support, qui permet à tout le monde de prendre la parole. Donc là, on a un texte qui commence par une ouverture, une prise de parole, et qui dit pas je, tout en disant quelque chose de l'ordre du vœu de sa propre disparition, et donc du parler. D'ailleurs, on notera, donc on a du je après un, on va avoir je rentre chez moi, j'attache mon manteau, etc. Et qui c'est qui va parler ensuite? Quelqu'un qu'on entend. Donc il y a quelque chose comme ça qui détache progressivement et assez subtilement, et pas non plus de façon extrêmement complètement démonstrative. C'est-à-dire c'est une première phrase qui est marquante quand on la voit comme ça, mais on n'est pas du tout obligé de l'analyser pour comprendre. Et on peut avoir juste cette espèce de petit récit de je rentre, et j'entends quelqu'un, ça ne m'étonnerait pas, mais alors pas du tout. On notera que le ça reprend quelque chose dont on ne sait pas de quoi il s'agit, exactement comme quand on arrive in medias res, au milieu de la chose, et qui va autant montrer la surprise, une certaine difficulté à éventuellement rentrer dans ce qui va être dit, évoqué, etc. Mais peut-être aussi le pas d'envie, et donc le fait en fait qu'on parle d'une parole dont finalement la référence précise du monde, de ce que ça reprend, de ce qu'il y avait avant, compte pas tellement, et donc on se détache. La parole se détache de son référent, de ce qu'elle va désigner, de ce qu'elle va raconter. Parfois, je rentre chez moi. Je me tourne tout doucement vers le mur et j'y plaque les deux mains. Après, je glisse imperceptiblement vers le sol et depuis la cuisine, mon colocataire me dit « Encore faudrait-il qu'ils sachent ce qu'ils veulent, ces gens-là. » Il me demande aussi si j'ai mal aux genoux. Je n'ai pas mal aux genoux, ça va. Je n'ai jamais eu de problème d'articulation. Alors là, un autre paragraphe qui pourrait donner l'impression de quelque chose d'extrêmement... d'une posture, d'une attitude extrêmement déprimée, donc sur cette attitude au mur. Et voilà, cette glissade vers le sol et la douleur au genou. Mais tout cela va en fait désincarner le jeu jusqu'à cette espèce de boutade. Je n'ai jamais eu de problème d'articulation avec un pluriel, qui est donc plutôt concret, et qui en même temps nous parle, je crois, en tout cas je l'entends, de l'articulation phonatoire de la bouche. Donc il y a quelque chose comme ça qui semble un peu cassé dans l'énonciation, mais aussi dans la logique, puisque la question elle est vraiment toute concrète, toute focalisée sur une conséquence, mais elle ne remonte pas à la cause. Pourquoi ce jeu est tombé? Que se passe-t-il? Et on ne sait pas plus, en termes de remonter à la cause, qui sont ces gens-là, qui sont ainsi désignés. Et qui, en plus, n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils veulent. Et donc nous, non plus, on ne sait pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. Ça serait bien qu'on sache ce qu'ils veulent, ces gens qu'on ne connaît pas. Mon colocataire est coopératif, d'une certaine façon. Normalement, on ne l'est pas. Il ne comprend pas vraiment ce que je fais. Mais il ne cherche pas non plus à m'en empêcher. Donc la coopération ici, c'est déjà ne pas être un obstacle. C'est quand même un stade assez minimal de la coopération. Parfois, on est tout nu chez nous, dans notre chambre, et il met sa main sur mon cou, par exemple. C'est même gentil de sa part. Notre lit est presque collé à une grande fenêtre qui donne sur un mur, ce sont des moments comme ça. Alors là, je trouve un peu cringe ce passage, mais je pense qu'il n'est pas que ça. En tout cas, il va amener déjà un premier sentiment de décalage dans le fait de désigner comme colocataire celui qui visiblement peut partager une certaine intimité spatiale dans le lit, et aussi dans la nudité, mais également dans le geste.
Et par exemple, la main dans le cou, moi j'ai quand même du mal à savoir si c'est... Enfin, moi en tout cas, mon réflexe, c'est un peu triste, c'est d'y voir d'emblée un mouvement d'étranglement. Mais il peut aussi s'agir d'un mouvement de tendresse, et c'est l'origine de la parole. C'est là où ça vibre. Tout ça en même temps. On n'a pas besoin de trancher. Et donc, on a comme ça cette désignation non caractéristique d'intimité, mon colocataire, qui va amener sans lien, sans qu'on s'y attende, à ce partage de l'unité et à chez nous. Qui amène donc voilà, à un décalage et qui fait de l'intimité quelque chose d'un peu technique. Avec un commentaire plutôt amélioratif, hein, c'est même gentil de sa part. Et là, on ne sait pas si c'est la main dans le cou, sur le cou, ou si c'est plus largement le fait de ne pas empêcher. Ou si les deux vont ensemble. On ne sait pas. Notre lit est presque collé à une grande fenêtre qui donne sur un mur. Quelque chose d'un peu spatial. Est-ce que ce moment-là est un moment spécial quand ils sont tout nus? Probablement, mais ça n'est pas précisé. Donc là aussi, il y a une disjonction dans la mise en place de la situation d'énonciation. Et ce moment-là, et cette situation-là, elle est reprise par ce sont des moments comme ça. Est-ce que ces moments comme ça reprend les temporels, bien souvent, parfois, qui commencent à être un peu haut, on avait encore un deuxième parfois? Ou est-ce que ça désigne, et littéralement ça désigne plutôt la situation immédiatement précédente, à savoir la situation géographique de ce lit? Mais dans ce cas-là, il y a une forme de hiatus entre le lit et le temps. Entre l'espace et le temps, c'est pas la même chose. Une seule fois, il a eu l'air de comprendre que je suis depuis des années en pleine investigation. Il avait mis ses mains sur moi. Donc là, voilà, on se rappelle l'intimité de la nudité, mais on comprend que cette intimité ne va pas avec une compréhension et ne veut pas forcément dire une autre forme d'intimité, ou en tout cas que ça dit de quelque chose d'incompris de la part de ce jeu. Il avait mis ses mains sur moi, alors j'ai regardé à travers sa tête et je suis allée me plaquer contre la fenêtre. Donc on comprend qu'il y a un mouvement qui s'en va. C'est là qu'il a dit, mais c'est le fait de le comprendre, et que ça passe par une espèce de vocalisation qui n'est pas externe, hein, qui reste interne, mais qui semble très froide et très mécanique, très articulée. C'est là qu'il a dit, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fabriques encore? Ce qui m'a semblé le plus inquiétant, c'est qu'il ait dit encore. Finement, j'ai décidé de rester collé à la vitre, jusqu'à ce qu'il éteigne la lumière et qu'il s'endorme. On n'a plus jamais reparlé de fenêtre. C'est comme ça avec les hommes, me disait ma mère. Elle disait aussi autre chose, mais j'ai oublié quoi. Donc finalement, là, il y a dans le résumé, dans la formule, qui devrait être une formule résomptive de résumé, l'idée qu'ils ont parlé de la fenêtre. Mais nous, en tant que lecteurs, lectrices, on voit bien que la question, elle était sur le contenu de l'action, et non pas sur la fenêtre. Qu'est-ce que tu fabriques encore? C'est quoi que tu fais? Et donc l'investigation qui est ramenée à fabriquer, à faire quelque chose, est comme occultée, niée, comme si la portée de la question, eh bien finalement, s'était mis à côté. Mais comme si aussi la question devenait peut-être une fabrication, quelque chose de concret, de réalisé concrètement, par l'observation, par le regard, par l'espèce de jeu narratif, le jeu de la situation d'énonciation. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça fait hiatus. Et qu'est-ce qui répond à cela? Un silence. Un silence, c'est une attitude mystérieuse et qui pourrait sembler une attitude de complet refus, de complet rejet, en restant comme ça debout contre la fenêtre, jusqu'à ce qu'il éteigne et s'endorme. Donc, à la rupture de la communication, même visuelle, mais enfin,
s'il y a un personnage qui fait face à la fenêtre, il n'est pas trop en train de communiquer avec celui qui n'est pas face à la fenêtre. Et on peut voir aussi qu'il n'y a pas l'air d'avoir, en tout cas, ils ne sont pas évoqués, de gestes d'un personnage vers l'autre. Donc, là, on pourrait avoir un genre de scène qui dirait d'une violence par ses conséquences, qui peut dire aussi bien plus largement une incommunicabilité entre deux personnes et qui va être encore plus largement une incommunicabilité générale. Cette séquence s'appelle l'accord du groupe nominal. C'est une certaine façon le nom, en logique classique, en grammaire, au départ, c'est ce qui va désigner la substance, ce qui est. Et en fait, quand on le décale sur son accord, ici, finalement, ce qu'on a, c'est plutôt un désaccord. Un accord qui ne se fait pas, un couac. Un couac qui ne se fait pas, non seulement, peut-être dans le couple, dans ce qui est raconté, mais qui ne se passe pas entre les mots et les choses. Il y a quelque chose qui est toujours un peu décalé, à côté, qui pourrait donc dire une forme de violence, mais qui va aussi dire ce désaccord de la substance entre le mot, la chose, la langue. Ce désaccord, on l'a encore avec l'arrêt de cette discussion. On n'a plus jamais reparlé de la fenêtre, comme si ça avait été le sujet. Mais de toute façon, si ça avait été le sujet, il n'en a plus été question. Et donc, a-t-on reparlé d'autre chose ? On ne le saura pas. Ce que l'on a, c'est une espèce de formule complètement clichéique, dû à un personnage, la mère, et qui est ramené comme un discours rapporté. Et la dimension clichéique de ce discours, en fait, de toute façon, un genre de discours rapporté qui va, qui vient. C'est comme ça avec les hommes, me disait ma mère. Et cette dimension clichéique, elle est comme minée, comme trouée. Elle disait aussi autre chose, mais j'ai oublié quoi. Donc ça s'achève sur un non-dit. Un non-dit par oubli. Et qu'est-il pensé de cette phrase ? Et ça veut dire quoi ? C'est comme ça. Et ça veut dire quoi avec les hommes ? Eh bien, on ne le sait pas. Mais on a quelque chose de l'ordre d'un langage un peu plaqué, comme ça. Et qui va montrer comment les choses se désarticulent et éventuellement se réarticulent. On a ensuite un modèle canonique, la phrase de base, que j'aime beaucoup. Je vais lire les 3 premiers, je pense. Ouais, c'est ça, c'est mes préférés. J'ai tout aimé. Et je pense que les trois premiers, ça évite de trop spoiler, mais je donne une vraie idée, il y a des choses à dire. Au moins les 2 premiers. Un modèle canonique, la phrase de base. Alors la phrase de base, c'est la phrase à sujet verbe complément. En français, le canon, c'est ce qui est, voilà, ce qui va donner ses règles au reste. Effectivement, quand vous avez un canon, vous avez un peu tendance à pouvoir imposer votre règle. On fait croire que quand on est un canon, ce serait aussi le cas, j'en suis moins sûre. Une fois mon colocataire endormi, je devrais pouvoir, à loisir, faire un point sur les avancées de la journée. Alors on va tout de suite remarquer, je vais le faire au fur et à mesure, comment ça reprend déjà l'assoupissement précédent. Il y avait comme peut-être des réflexions sur ce moment. On ne sait pas trop le statut de la fin du paragraphe qui précède. Malheureusement, je suis exténuée et recouverte de sueur, et je m'endors sans avoir pu y songer. Après avoir fait l'amour. On reviendrait sur l'accord. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est cette espèce de froideur de la description qui en fait crée des effets, justement par le décalage, très comiques. Parce que ça décrit des choses que l'on croit reconnaître et on est surpris en permanence. L'effort immesurable que je dois faire chaque jour pour ne pas détromper les gens de leur croyance que je suis, continuellement là où je suis, m'exténue et me met en nage. Ce qui aurait pu être amoureux redevient autre chose qui est un effort de socialisation qui peut rappeler des process, par exemple, du TDAH, autistique, etc. C'est pas l'explicitation de ça qui compte, c'est ce qui va en être dit et les effets produits dans le texte. Mais si on s'y retrouve de cette façon-là, c'est aussi un bonheur, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des sens qui sont possibles, mais qui ne seront pas forcément les seuls.
L'effort immesurable, c'est plutôt incommensurable qu'on dirait. J'aime bien immesurable. J'aime bien parce qu'il me semble tellement concret. Incommensurable, on oublie que ça sert à mesurer. Et là, on le revoit. C'est comme une remotivation par une simplification du mot. L'effort immesurable que je dois faire chaque jour pour ne pas détromper les gens de leur croyance que je suis, continuellement, on se rappelle la substance du nom, continuellement, là où je suis, m'exténue et me met en âge. Et là, on voit, on a une phrase de base, mais une phrase qui en fait est éminemment complexe. On a bien un sujet-verbe complément, mais avec plein de subordonnés dans tous les sens. Et dès le début, une fois mon colocataire endormi, etc., etc. Alors, on a quand même un peu de phrases de base au milieu, mais c'est pas si de base, justement, là. Je voudrais inventer le moyen d'en faire l'économie, mais pour cela, il faudrait être moins fatigué. Et c'est précisément ce qu'il y a de terrible avec cette dépense. Je la fais et elle est énorme, mais sans vraiment y penser, simplement parce que, quand on me parle, je réponds. Et à peine j'ai parlé qu'il me faut déjà parler encore. Parce qu'il semble que, quand ils m'entendent leur parler, les colocataires en déduisent toujours que c'est moi qui leur parle. Et qu'une très grande partie de leur considération pour moi provient de cette conviction qu'ils ont. J'ai à cœur de me conserver leur amitié et leur respect. C'est pourquoi je souhaite ne pas les désabuser. Alors, là, on a, la mise en place de ce qu'on peut appeler le travail conversationnel avec Corinne Monet, mais qui est plus largement, en fait, cette mécanique très précise de la conversation, et sur un élément auquel on ne s'attend pas. L'analyse féministe un peu basique, quand elle parle, enfin basique, elle n'est pas basique parce qu'il a quand même fallu le faire, quand on parle de travail conversationnel, on pense à qui relance, qui acquiesce, qui valide, qui fait le petit sourire pour que l'autre continue, etc., etc. C'est ce genre de choses, le travail conversationnel. Elle fait c'est fou, oh non, incroyable. C'est pas de ça dont il s'agit là, c'est même un effort qui est en deçà, qui est faire croire qu'il y a une continuité au jeu parlant, et donc peut-être à l'existence derrière ce jeu parlant, et donc une forme d'illusion qu'il s'agit de maintenir dans un jeu parlant, et dans la jonction, la coïncidence entre le jeu parlant et l'existence derrière le jeu. Faire croire finalement que la personne qui parle, c'est celle que je suis. En tout cas dans le texte. Et cela en raison d'un calcul qui montre une forme d'inaptitude sociale, puisqu'il s'agit de tout conscientiser, et donc d'une fatigue sociale qui explique la fatigue sociale forte, qui est qu'il y a l'air d'avoir une validation, la considération, et tout cela en termes assez techniques, assez choisis, qui est lié à cette donc conviction que c'est moi qui leur parle. Donc en fait, que quand je parle, je dis je, alors que je ne sais pas ce que je raconte. Et ça a l'air de pas déplaire, donc il faut continuer, alors que c'est si fatigant. Cela m'embêterait beaucoup, d'être prise un jour par l'un d'eux en défaut. Mon colocataire serait depuis 1 heure en grande conversation avec moi dans la cuisine. Et il se rendrait compte qu'il y a 50 minutes que je suis sortie me promener. Bien sûr qu'il ne me le pardonnerait pas. C'est pourquoi je suis, en attendant d'avoir trouvé le moyen imperceptible de m'absenter de ma propre conversation, forcée de rester là, une fois un mot planté. De rester là, pas trop loin, une fois le mot dit, comme si c'était pour toujours moi-même qui l'avais dit. Et que je devais y rester attachée une époque, toute une vie au minimum. Comme à un enfant pour le toucher et le torcher parce que je l'aurais voulu et qu'après tout, il serait à moi.
Dernier paragraphe. Cette obligation vis-à-vis de ma propre parole m'oblige à flotter dans des lieux où je n'ai rien à faire et auxquels je n'appartiens pas. Chaque mot que j'ai dit ayant été dit par moi, je reste amarré partout où j'ai parlé, comme si j'y étais encore, et j'ai déjà 30 ans, et je n'ai pas encore réussi à inventer autre chose, mais une fois, quand j'avais 8 ans, j'ai lu un album de Tintin. On y est. Alors, déjà, là j'ai lu 2 paragraphes. Bon, on comprend, il y a beaucoup d'affect, notamment dans une peur de décevoir, dans une peur d'être invalidé, mais surtout démasqué, donc prise en défaut. Et on voit par les accords ici que le jeu est plutôt féminin. Qui imagine une situation absolument impossible, irréaliste de mon colocataire parlerait avec moi depuis 1 heure et moi depuis 50 minutes je me promènerai ailleurs. Ce qui est à peu près l'inverse absolu de va voir là-bas si j'y suis, que moi j'ai entendu toute mon enfance. Et 1 ou 2 fois je suis allée voir si j'y étais et je m'y suis trouvée. Là c'est l'inverse. Mais avec, bien sûr, comme dans le chat d'Alice, avec qui parle-t-on si le jeu a quitté la conversation? Avec qui donc parlerait ce colocataire si le jeu est parti? Mais qu'il aurait quand même toujours cette conversation. Et donc en fait, ce qui se met en place, c'est une espèce de réalité alternative où ce serait possible, mais où il ne faudrait pas que ça se voit. Et donc le seul problème, ce n'est pas que ce soit impossible, c'est que ça se voit. Et que ce qui est impossible pour le moment, c'est d'être imperceptible dans cette disparition de la parole. Et cette disparition, elle se fait comme une disparition de la parole pour aller ailleurs et surtout pour ne pas parler. Et avec des choses qui sont très techniques, très précises, le colocataire, la cuisine, 1 heure, 50 minutes, et qui vont avec, alors ça peut rappeler, évoquer Sarotte et le petit paquet de mots dans Enfance. Mais ça va encore plus loin parce que ce n'est pas l'enfant qui porte des mots, ce sont les mots qui sont des enfants. C'est inversé, comme si le fait de les avoir prononcés revenait à les avoir faits, et pas seulement proférés. Et qu'il fallait en prendre soin, mais en prendre soin d'une façon qui est quand même pas spécialement positive, le toucher et le torcher, parce que je l'aurais voulu. Et on comprend bien que le jeu ne le veut pas, et qu'après tout il serait à moi, et donc on s'en défera pas comme ça. Et donc finalement aussi ce qu'il y a derrière cette espèce de métaphore, enfin de comparaison comme à un enfant, c'est aussi l'idée d'une possible autonomie de cette conversation et de soi qui est ébauchée, mais on n'arrivera pas comme dans un sketch de Woody Allen à avoir une espèce de conversation qui ferait son chemin toute seule. On est dans un en-deçà de ce que serait vraiment un texte métaleptique ou fantastique. Et donc il y a quelque chose qui est une obligation vis-à-vis de ma propre parole qui force à s'incarner quand on parle, et ce alors même qu'on ne parle pas, mais parce qu'il s'agit de répondre. Et que quelque chose dans le fait d'être incarné force à parler, dans le fait de parler, continue de contraindre l'incarnation. Cette espèce de continuité de la substance. Une substance, c'est une chose qui persiste dans le temps, qui peut évoluer, mais dont l'identité persiste dans le temps. Et cette persistance, elle se maintient mot à mot, comme d'autres fois pas à pas, parce que chaque mot devient ainsi une amarre entre la parole et la personne, alors que tout l'intérêt serait de faire autre chose, mais on n'y arrive pas encore, ou on n'y arrive en tout cas pas, et boum, à notre rapport avec, une fois quand j'avais 8 ans, j'ai lu un album de Tintin. Et là, on se dit, mais what the fuck, c'est quoi le rapport ? Et moi, un ex me disait tout le temps, et j'ai mal au genou, et je pense que c'est une réplique de film que j'ai plus en tête, qui explique la douleur au genou et ce lien pour dire, ça fait j'ai mal au genou, il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, voilà. Je sais plus ce que c'était, si vous avez la rêve, je te l'apprends. Et là, le lien c'est Tintin, donc on voit pas plus le lien. Tintin dans l'enfance. Et on va arriver, donc on passe de l'accord dans le groupe nominal à un modèle canonique, la phrase de base. J'ai lu un album de Tintin finalement.
l'absence de déterminant. J'adore ce texte. Tintin et le capitaine Haddock avaient l'intention de pénétrer une nuit chez un dangereux malfaiteur qui habitait l'hôtel en face du leur. Mais ils savaient qu'ils étaient espionnés à travers leurs fenêtres par ce même malfaiteur et que si, pour entrer dans l'hôtel d'en face, il leur fallait s'absenter de leur propre hôtel, ils donneraient eux-mêmes à leur ennemi le moyen de savoir à quel moment ils étaient sortis et de les intercepter dans la rue et de les taper et de les assassiner. Donc on est là, on est face à un cas où il faut aller agir, mais on se sait observer et donc surveiller, et donc il faut réussir à déjouer cette surveillance. Je ne sais plus quel album c'est. Là, ça m'est pas revenu. Et en même temps, j'ai un sentiment de grande familiarité, mais ce sont aussi des choses qu'on a dans Maman, j'ai raté l'avion, ce qui est un peu moins chic que Tintin. C'est pourquoi ils avaient inventé de fabriquer des mannequins qui étaient leurs propres sosies. Et ils les mettaient en circulation dans leur chambre d'hôtel sur des rails de petits trains électriques qu'ils avaient sans doute volés à un enfant, afin que, depuis son poste d'observation, leur ennemi reste persuadé qu'ils étaient demeurés chez eux et qu'ils ne les voient pas sortir déguisés de leur hôtel avec Milou. Précise la parenthèse. Et donc on va avoir un subterfuge, on va faire jouer l'apparence par la silhouette pour promener son pauvre corps à l'abri des regards. Dans cet album, les fenêtres n'ont pas de rideaux. C'est ce qui fait que Tintin et le capitaine ne peuvent se contenter de feindre leur présence chez eux, en allumant simplement la lumière derrière les rideaux et en demandant à des amis de venir jouer, en ombre chinoise, leur propre rôle. Donc ils auraient pu avoir des simulacres. Ça marche pas. C'est aussi que je ne sais plus si Tintin et le capitaine ont véritablement des amis à qui ils puissent demander cela. Bah, ils sont peut-être les Dupont, mais ils ne se ressemblent pas tant que ça. On se rappelle, Tintin est censé avoir 14 ou 15 ans. Donc, tout cela est possible par l'absence de rideau qui va faire que l'on voit. Donc, en fait, une forme de transparence due à une absence. Ce qui est très lié, en fait, à la façon de vivre en Belgique et dans d'autres pays. S'ils avaient pu choisir l'aménagement et la décoration intérieure de leur chambre d'hôtel, ils seraient certainement exprimé à la réception le souhait d'avoir des rideaux. Mais on sait dans quelles conditions ils voyagent et le genre d'hôtel dans lequel descend Tintin. Et ça, en fait, on ne le sait pas, en vrai. Donc là, on est sur des espèces de formes d'exophore mémorial de notoriété, on fait comme si on savait et comme si tout le monde savait, mais on ne sait pas du tout. C'est juste que là, on peut imaginer un jeu actuel, un jeu passé, on ne sait pas, qui prend en compte une série d'hypothèses, notamment sur les rideaux et de stratagèmes alternatifs, quand il y en a eu un autre qui était donné dans le texte, sans forcément trop de questions. Je peux admettre tout cela. Et ça, en fait, on est en plein dans ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, qui n'est pas totalement suspendue, mais dont on admet quelque chose. C'est-à-dire, quand on va lire une fiction, on accepte de suspendre son jugement, mais on ne va pas l'accepter complètement. On n'accepte pas, par exemple, les contradictions internes, etc. Donc là, on est sur une forme de suspension où il faut quand même une certaine forme de réalisme, et qui va reposer sur ce cliché, on sait dans quel genre d'hôtel ils vont. On ne sait pas du tout, mais ça résout la question. En revanche, concernant mon propre corps, j'ai du mal à accepter de n'avoir jamais eu l'occasion de choisir si je voulais ou non des rideaux. Il se trouve que je n'en ai pas. Et que, si je m'absente 50 minutes d'un déjeuner avec mon colocataire, il s'en rend compte immédiatement et qu'il vient me chercher dans notre chambre et qu'il me demande « Tu n'as pas faim ?» et qu'il faut que je réponde. Parenthèse. D'un autre côté, je n'ai rien contre la transparence des vitres, qui permet que la lumière les traverse. J'adore. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va, dresser, établir un parallèle entre un corps et la chambre d'hôtel. Et plus précisément dans la chambre d'hôtel, les fenêtres. À savoir que finalement,
La chambre d'hôtel n'a pas de rideau, et le corps non plus. Et la chambre d'hôtel aurait pu avoir des rideaux, mais moi jamais on m'a demandé. Et si j'avais eu des rideaux, j'aurais pu être là et faire semblant de parler et pas être là. Évidemment que ça ne fonctionne pas. Et on est complètement dans une logique de non-sens, c'est-à-dire de déroulement d'une logique jusqu'à l'absurde, mais en fait c'est jusqu'à l'absurde parce que le postulat est absurde, mais on voit jusqu'où ça va. Et ce postulat, c'est celui déjà donc de ce parallèle corps-fenêtre, mais qui va avec un parallèle plus général qui est celui de je suis là et je ne veux pas parler. Je suis là et je ne suis pas vraiment là, et qui se traduit notamment par le vocabulaire un peu technique pour dire par exemple mon colocataire plutôt que mon compagnon. Alors que je pense que il ne s'agit pas d'un contrôle de la CAF. Et donc là, il y a ainsi une espèce de contrainte quotidienne dont on sent ou dont on peut supposer qu'elle est plus large que la simple contrainte du déjeuner. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment c'est raconté par la langue. Est-ce que je continue un peu ? Ouais, on va un peu continuer. Le prochain, parce qu'il est vraiment chouette aussi. Mais je pense que dire comme ça, je vais un peu tout avoir là. Formes actives et passives. Donc ça, on se rappelle. Le chat mange la souris est mangée par le chat. Ou inversement. Une fois que j'ai répondu à mon colocataire, tout s'enchaîne, comme j'en ai déjà parlé. Je suis là. Et donc là, c'est l'ipséité de la substance. Alors il faut que je m'attache à continuer d'être là, tandis que je lui parle. Donc ce qui devrait être une évidence ne l'est pas, et ne l'est pas non seulement dans la perception, mais même dans les efforts qu'il faut fournir pour maintenir ce fait d'être là. Parce que tout va sembler une apparence qu'il faut absolument maintenir pour l'autre en face. Et donc forcément que l'autre en face, il ne peut pas apparaître comme une figure, par exemple, d'amour. C'est peut-être aussi l'inverse, etc. Si on a une lecture type violence, c'est le fait que l'autre soit si peu dissible en termes d'amour et amène tant d'efforts et de masking qui peut signaler une violence. Moi, je crois que la lecture... alors, pour le dire très franchement, je pense que quand on parle d'épistémologie située, par exemple, là, ce qui est en train de se passer très concrètement, c'est que on peut avoir une lecture type violence conjugale ou type violence au monde ou type rapport autistique au monde ou ce genre de choses. Je ne vais pas trancher. Voilà, c'est pas, mais dans lesquels en fait pas mal de gens peuvent se projeter par exemple ou reconnaître, et je crois qu'à peu près tout le monde peut se projeter au moins par moment sans forcément que ce soit caractérisant ou structurant pour la personnalité. Et cela amenant donc cette espèce de décomposition en petites étapes très étranges et de non-sens, ce qui est une difficulté à composer l'identité. Et donc, toujours cette disjonction identité-langage. Alors, il faut que je m'attache à continuer d'être là tandis que je lui parle. Parce que, n'ayant pas de rideau, hop, et là, en fait, c'est là qu'on a le non-sens et le comique, dans cette incongruité qui est de rapprocher un corps d'un phénomène de rideau. Je n'ai pas encore trouvé le moyen indiscernable de m'absenter tandis que je suis là, et que donc, par le simple pouvoir de la parole, mon colocataire m'assigne à vivre dans mon propre appartement. Je crois qu'il est quand même intéressant le vocabulaire m'assigne, parce qu'il parle, il est très utilisé ce verbe, quand on parle du fait d'être assigné, par exemple, femme, d'être assigné, racisé, etc., d'un mouvement social qui là, il va être plutôt un mouvement intersubjectif, qui se passe par donc de personne à personne, qui passe par une conversation, et qui donc se fait ainsi par l'impossibilité de ne pas être soi pendant qu'on parle, et de ne pas être ailleurs pendant qu'on parle avec quelqu'un, cela étant ramené par l'objet très concret, très quotidien, et donc qui semble ridicule, eu égard l'importance de ces paroles et leur impossibilité physique, le rideau. Le rideau. Le rideau qui vient d'une chambre d'hôtel,
mais qui est aussi devenu un rideau de représentation et de masquage, évidemment. Tout en lui répondant, je suis donc là, à lui parler, et le soir, j'ai juste le temps, avant de m'endormir, de me figurer, très bouillon, un immense système de pilotage automatique. Et donc là, il y a un épuisement conversationnel qui fait rêver à quelque chose d'automatique qui éviterait toutes ces étapes du dit travail conversationnel. Si je ne m'obstine pas de nuit à l'élaborer plus méthodiquement, c'est parce que je dors. Et dans mon sommeil, je ne peux que m'en représenter l'immense pouvoir et la couleur cuivrée semblable à un joli robinet. Il me semble que ce sera une grammaire. Une grammaire, c'est ce qui permet de parler. Ou d'écrire. Mais qui, au lieu de prendre la forme d'un livre, ressemblera à la fois à un orgue à parfum, à une bombe à hydrogène, à un triple distillateur à whisky et au premier ordinateur électronique. Donc une espèce de machine extraordinaire qui me fait penser au piano cocktail de Boris Vian aussi. En tout cas, quelque chose de l'ordre de la machine. Pourquoi ? Parce qu'une machine, elle prend des décisions. Et quelque chose aussi comme l'orgue à parfum. Enfin. Et donc on a une espèce de machine impossible qui est tout ça à la fois. Donc quelque chose qui est l'orgue avec les tuyaux, la bombe à hydrogène qui détruit, le distillateur qui va, pas exactement condenser, mais aller vers le distillat, donc qui est beaucoup plus pur, qui va purifier, et un ordinateur électronique qui va être en fait un ordinateur, c'est quelque chose qui prend des suites de décisions, ce sont ça des algorithmes. Une fois toutes les possibilités de parler englobées dans un système que j'aurais mis au jour, là c'est rigolo, mise au jour, ça pourrait presque être mise à jour pour une fois que les deux iraient vraiment, et dont j'aurais précisé les principes d'organisation, chaque mot isolé, raréfié dans son petit coin, pourra être dit pour résonner sans fin en mon interlocuteur, comme en un puits qui courrait jusqu'au centre de la terre, mon colocataire, un puits, mon colocataire, un cobra, monstrueux, qui mettrait 10 ans à digérer ce qu'il avalerait de mots, tandis que moi, j'aurai devant moi 50 minutes, 10 ans, pour aller me promener. C'est le rêve que je fais, je crois. Ce qui a manqué surtout à ma vie depuis toujours, c'est la simplicité. Il y a quelque chose d'un peu extraordinaire dans la représentation impossible de cette machine. Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas très très loin de l'ekphrasis impossible, qui va excéder même la description, et qui se passe là, par une machine qui finalement est toute sonore, matérielle et musicale, comme elle est censée l'être, depuis les cordes vocales, avec donc, tous les tuyaux. Nous sommes nous-mêmes des instruments de musique, par la voix. Alors, que moi je ne travaille pas du tout, je chante très très mal. À un moment je chantais un peu mieux et c'est reparti. Enfin, on va essayer de faire des progrès, mais voilà, avec la colonne d'air à l'intérieur, etc. Tout ce qu'on apprend quand on fait un petit peu même micro-théâtre, vite fait à l'oral, selon les profs qu'on a. Mais voilà, ça se passe par là et ça va ramener toute la langue à une matérialité qui finalement dérobe le sens, se dérobe au sens, qui ne se préoccupe même plus du sens, pour le laisser en face à cette espèce de figure monstrueuse du puits ou du cobra compagnon, qui lui-même va digérer, mais laisser une échappée. Avec cette phrase un peu amusante finale, et qui fait un effet de chute. Je crois que ce qui m'a toujours manqué, c'est la simplicité, évidemment, je ne l'ai pas dit. C'est ce qui a manqué, surtout à ma vie, depuis toujours, c'est la simplicité. Surtout, il est étonnant parce qu'il me fait une hiérarchie, littéralement, surtout, mais une hiérarchie qui n'est pas très nette, alors que tout le reste avant était un peu machinique, mais aussi un peu extraordinaire. Je crois qu'il faut imaginer quelque chose comme du Jules Verne, des grandes représentations en cuivre. Moi, je pense à la station Arts et Métiers, par exemple, de tout en cuivre, etc., de Scruton et Peter. Quelque chose, voilà, de déroutant dans son excès, qui n'est même pas la poupée automatique ou mécanique du rêve de robot,
des siècles passés, 18, 19e siècle, hein, de ces poupées femmes qui se feraient passer pour des femmes. Et c'est peut-être aussi ça qu'il y a derrière le fantasme absolument transphobe de se dire oh là là, en fait c'était une femme trans et pas une femme cis. Peut-être qu'il y a un rapport avec les robots, mais c'est vraiment une idée qui me traverse, qui mériterait d'être travaillée et probablement rejetée. En tout cas, c'est transphobe. Voilà, de se dire qu'il y a une tromperie, par exemple, là-dessus. On ne vous doit pas de dire on est cis, on est trans, ce genre de choses, pour rappel. Personne ne le doit à personne. Il n'y a certainement pas de tromperie sur ça. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui se propage dans une grande matérialité et qui s'achève dans un constat, finalement, lui-même aussi concret qu'abstrait, d'un manque de simplicité. Simplicité que l'on verrait finalement aussi bien dans la possibilité d'imaginer un stratagème que dans le besoin du stratagème, parce qu'il y a disjonction entre l'identité et le langage, ce qui arrive quand on est comme moi, particulièrement fatigué. Et je vous dis à bientôt.